C'est 2h47, heure locale. Le pont du super porte-avions USS Gerald R. Ford n'était plus une salle de commandement. C'était un système nerveux central, convulsant sous la pression des données. Sur les écrans tactiques ABAR/SPI-6, le ciel du golfe Persique n'était plus le bleu de la nuit. Il était devenu une tempête électromagnétique embrasée. 50 vecteurs de missiles de croisière déchiraient l'air dense du détroit d'Ormuz. Mach 0,9. Distance 48 km. Dans un espace aussi étroit que 4000 nautiques, ce Léviathan de 100 000 tonnes n'était plus un navire de guerre. C'était un bloc d'acier solitaire au cœur d'un déluge de feu. La question n'était plus comment esquiver. La physique, un terrain super porte-avions d'effectuer des virages brusques. La question était désormais comment plier la réalité à sa volonté. 2h48. Les falaises du Zagros culminant à 4200 mètres ne sont pas que du terrain pour le centre de commandement de Téhéran. Elles sont des stations d'amplification radar naturelle. Une arme géologique. Les impulsions radar du Ford, en frappant le calcaire, ne se réfléchissent pas de façon linéaire. Elles se fragmentent, créant un clutter si dense qu'une mouette peut être confondue avec une ogive nucléaire. C'est du gaslighting tactique à l'échelle nationale. Le Ford est en état de surcharge algorithmique. Son système de gestion de combat, conçu pour analyser 1000 cibles par seconde, est harcelé par des milliers de drones en papier millard et d'objets en feuilles d'aluminium qui rend à semer dans le détroit. 45 secondes. Un silence mortel dans la logique de l'IA. L'ordinateur est paralysé, incapable de distinguer un ballon d'anniversaire d'un missile de croisière supersonique. Mais pendant que l'intelligence artificielle s'embourbait dans ses boucles de validation, 5 vrais missiles de croisière descendaient à 3 mètres au-dessus de la surface des vagues, complètement dissimulés par les interférences Doppler. 2h50. Soudain, le scope radar explose. D'abord 50 contacts, puis 100, puis 200. À l'œil nu, le ciel semble s'effondrer. Mais ce n'est pas une flotte de missiles. L'Iran a saturé le goulot d'étranglement avec des milliers de ballons de millard, de cerfs-volants réfléchissants et de drones légers équipés de feuilles d'aluminium de haute qualité. C'est un cauchemar basse technologie, bon marché, conçu pour déclencher une seule chose, la paralysie computationnelle. Le radar ABAR/SPY-6V, le réseau à balayage électronique actif le plus avancé au monde, opère sur 37 modules d'antenne numérique discrets. Il peut suivre 1000 cibles simultanément. Mais ici, le système souffre d'une surcharge de faux positifs. Chaque fragment de feuille génère une section efficace, radar haute fidélité. Le système de gestion de combat déclenche une boucle de validation obligatoire détectée, pistée, catégorisée. Il est programmé pour ne jamais manquer une cible. Et c'est précisément sa faiblesse. L'IA se noie dans des cibles fantômes, provoquant un retard de saturation des données de 45 secondes. Ce n'est pas un crash, c'est une guerre intestine. Pendant 45 secondes, les portes logiques sont inondées. L'IA tente frénétiquement de distinguer un missile se déplaçant à 210 mètres par seconde d'un ballon dérivant dans le vent. Posez-vous une seconde si vous étiez l'officier radar du Ford en ce moment. Que feriez-vous? Tirer manuellement sur tout ce qui bouge, ou faire confiance au réseau? Répondez en commentaire. Pendant que l'ordinateur s'étouffe, l'ennemi joue ses cartes. Sous l'écran chaotique de ballons, 5 vrais missiles supersoniques, rasant les vagues progressent à 3 mètres au-dessus des flots. Les Iraniens ont empoisonné le code source. Le Ford suffoque, ses capteurs enterrés sous des débris numériques. Mais dans la marine américaine, vous n'avez pas besoin de vos propres yeux pour tuer. Vous avez seulement besoin d'être connecté à la grille. C'est le NFCCA, le réseau de ciblage le plus meurtrier jamais construit. À 9000 mètres au-dessus du chaos, un I2D Advanced Hawkeye trace des cercles dans l'air froid et rare. Son radar ne regarde pas les montagnes ni la perturbation des vagues. Il regarde vers le bas, à travers la tempête de débris. Depuis son poste d'observation, le Hawkeye ne voit pas 200 cibles. Il en voit exactement 5. Il dissèque le millard et la feuille d'aluminium comme un filtre photo, isolant les 5 missiles qui rasent les flots. L'IA du Ford est toujours paralysée. Mais le navire n'a plus besoin de ses propres yeux. Via le relais de données tactiques Link 16. Le Hawkeye transmet une solution de tir de qualité directement dans le cerveau de combat du porte-avions. Le Ford cesse de combattre le cloté. Il le contourne. Il délègue la solution de tir à un destroyer de classe Harley Burke tapi à 16 km au large, en eau libre, là où le rapport signal sur bruit est irréprochable. Le Ford ne voit même pas les missiles sur son scope principal. Il déclenche simplement l'ordre de lancement. Les cellules du destroyer s'ouvrent et une salve d'intercepteurs SMC fuse vers le ciel. Ces missiles ne sont pas guidés par le radar local et confus du Ford. Ils volent sur les yeux fantômes du E2D. Le réseau a comblé le fossé. Les Iraniens pensaient avoir aveuglé le géant. Ils n'avaient pas réalisé qu'ils venaient de s'engager dans une toile invisible. Et que l'araignée, toute la marine américaine, était en train de tirer les fils. 2h51. Les intercepteurs SMC perforent le ciel, mais les 5 missiles sombres exécutent une manœuvre désespérée. Ils descendent à 1,5 mètre au-dessus des vagues, tentant de glisser sous l'horizon radar. 5000. Le système du Ford, alimenté par les données du Hawkeye, suit la plongée terminale. 5 secondes avant l'impact. Le Ford ne tire pas une seule balle. Une ouverture silencieuse sur la superstructure de l'îlot se déplace. Chelios entre en ligne. Le laser ne tire pas de projectile. Il émet 60 kW de photons cohérents. Il voyage à 2, 9, 9, 7, 9, 2 km par seconde. Il n'y a pas de traînée, pas de détonation. Seulement, la vitesse de la lumière. En une fraction de seconde microscopique, le laser fore un trou blanc incandescent à travers les ouvertures des chercheurs de cibles des missiles. Il n'a pas besoin de fracasser la cellule. Il lui suffit de brûler l'ensemble de capteurs infrarouges derrière le cône avant. 2 secondes avant l'impact, les capteurs fondent. L'ordinateur de guidage, inondé de bruit thermique, perd son verrouillage. Les missiles, volant à l'aveugle à 1100 km/h/H, perdent leur équilibre. Ils ne détonnent pas. Ils culbutent. Les 5 ogives à plusieurs millions de dollars font des tonneaux dans les airs et s'écrasent dans le golfe Persique tels des pois morts, coulant dans l'abysse à 150 mètres de la coque du Ford. Le navire ne frémit même pas. 2h53. L'essaim a disparu, mais le piège a une autre couche. Dans les profondeurs, sous la quille du Ford, l'océan se réveille.
L'Iran a semé le chenal d'Ormuz de mines de fond programmables EM52. Ce sont des capteurs acoustiques intelligents. Ils n'explosent pas au simple contact. Ils écoutent le bourdonnement basse fréquence caractéristique des réacteurs nucléaires du Ford, 3 minutes avant la zone de danger. Les systèmes sonars du Ford hurlent. Signatures acoustiques multiples détectées. Le Ford est au milieu d'un champ de mines de prédateurs autonomes. Mais le commandant ne manœuvre pas pour s'éloigner. Il dirige vers la fosse aux serpents. Knifefish UUV déployé. Un véhicule sous-marin sans équipage glisse depuis la poupe du Ford, comme un requin entrant en chasse. Il ne balaie pas pour trouver les mines. Il les pirate par sonar basse fréquence. Le Knifefish ne se contente pas de localiser les EM52. Il imite la signature acoustique exacte du Ford. C'est un acte de ventriloquisme numérique. Le Knifefish transmet une impulsion fantôme synthétique du bruit moteur du porte-avions, s'éloignant du vrai navire directement vers les bateaux d'assaut iraniens qui attendent dans les eaux peu profondes. Les mines EM52, sentant le porte-avions passer juste au-dessus de leur capteur de déclenchement, détonnent avec une onde de choc sous-marine aveuglante. Boum. L'onde de choc ne touche pas le Ford. Elle fracasse le fond marin sous les seins de bateaux iraniens. Leurs propres mines, dupées en une naissance prématurée violente, vaporisent leur propre ligne de piquet. L'eau jaillit en un geyser de 60 mètres et les écrans des opérateurs iraniens deviennent noirs. C'est un coup de maître glacial. Utiliser l'arme intelligente de l'ennemi pour dégager son propre chemin vers sa perte. Mais la torsion ne s'arrête pas à l'explosion. Ce qui s'est passé à l'intérieur du bunker était le vrai cauchemar. Le Ford n'avait pas seulement utilisé le Knifefish pour déclencher les mines. Il l'avait utilisé comme cheval de Troie injecteur de données. Pendant que le Knifefish imitait la signature acoustique du porte-avions pour attirer les mines. Il diffusait simultanément une rafale numérique à courte portée et haute puissance directement dans le réseau de modems acoustiques sous-marins que le champ de mines iranien utilisait pour le commandement et contrôle. Le système de gestion de combat du Ford, tournant désormais sur une boucle de validation accélérée quantique, n'avait pas seulement désactivé les mines. Il les avait réassignées. Dans les ténèbres boueuses et pressurisées du fond d'Ormuz, les mines EM52 restantes ne se turent pas. Elles effectuèrent un renversement de firmware. Suite à l'injection du flux de commande synthétique du Ford, la logique d'acquisition de cibles des mines fut inversée. Les mines conçues pour traquer le bourdonnement basse fréquence d'un réacteur nucléaire massif étaient soudainement reprogrammées pour traquer la cavitation irrégulière et aiguë des vedettes d'attaque iraniennes à grande vitesse qui les avaient déployées. Le commandant des bateaux d'assaut iraniens, encore en train de se remettre du choc du premier geyser, regardait soudain son scope radar s'illuminer en or brillant. Les balises amies de son propre champ de mines avaient disparu, remplacées par un rouge hostile qui pulsait. Les mines ne dérivaient pas, elles pistaient. Dans le centre de commandement, les officiers iraniens observaient, avec horreur, leur propre réseau de communication interne commencer à se reboucler sur lui-même. Le Ford avait atteint une dominance numérique à spectre complet. Il avait transformé tout leur périmètre sous-marin en un piège pour ses propres créateurs. Un par un, les bateaux à grande vitesse accélèrent, tentant de distancer les fantômes qu'ils avaient posés sur les fonds, mais les EM52 étaient plus rapides. L'eau commence à bouillir d'explosions secondaires. C'était une défense autocorrectrice. Le Ford n'avait même pas eu à utiliser un seul intercepteur SM6 ou une impulsion laser pour la deuxième phase de l'engagement. Il avait simplement tendu la main à travers le Knifefish, touché l'interrupteur de mise à mort de l'ennemi et dit aux mines que leurs maîtres étaient désormais les cibles. Le commandant iranien tente d'émettre un signal d'arrêt vers le champ, mais le signal est bloqué, brouillé par la propre suite de guerre électronique du porte-avions, qui se fait maintenant passer pour le quartier général de commandement iranien lui-même. C'était l'ultime attaque man and middle. Les bateaux d'assaut ne coulèrent pas sous des missiles. Ils coulèrent de la réalisation qu'ils n'avaient plus le contrôle de leurs propres armes. Les écrans dans le bunker souterrain devinrent noirs. Non pas à cause d'une surtension, mais parce que le Ford avait réussi à charger une commande de mise à mort sur l'ensemble du réseau défensif du détroit. Le Ford fendit les eaux vitreuses, son sillage brillant au clair de lune. Il n'y avait pas de feu. Pas de fumée noire, pas de pont en éclats. Juste le bourdonnement régulier et rythmique des turbines et la réalisation que l'ennemi avait été vaincu par sa propre architecture. Le navire n'était pas seulement une ville flottante, c'était un parasite numérique qui avait consumé l'hôte de l'intérieur. L'officier radar du Ford se pencha en arrière. Son uniforme trempé de sueur froide. Il fixa l'écran. Ce n'était pas seulement vide. Il était reformaté. 3h10. L'ensemble du réseau ennemi était désormais une coquille vidée de sa substance, verrouillée par une clé maîtresse détenue par le Ford. Mais la question qui flotte dans l'air est lourde. Et si une de ces 5 ogives n'avait pas été cuite sous le regard du laser? Et si la synchronisation réseau du Ford avait glitché pendant seulement 2 secondes de plus? Si ce missile avait perforé ce pont d'envol, ce n'aurait pas été seulement un incendie localisé. Ça aurait été la contravention la plus coûteuse de l'histoire humaine. Le coût immédiat, des milliards en acier et en technologie irremplaçable. Mais le coût stratégique, c'est là que le calcul devient hideux. Pour Téhéran, un seul impact réussi aurait été leur Pearl Harbor. Pour les États-Unis, ça aurait été le feu vert pour démanteler systématiquement chaque radar, chaque silo et chaque poste de commandement de Kermanshah à la côte en moins de 12 heures. Ils voulaient un titre de presse. Ils auraient acheté une invasion. Mais ils ont échoué parce qu'ils ont sous-estimé la seule chose qui compte dans le théâtre moderne, la vitesse de vos données. La leçon ici est brutale. Dans cette nouvelle ère, votre vitesse ne se mesure pas en nombre de mâches. Elle se mesure en vitesse à laquelle votre réseau peut déconstruire les mensonges de l'ennemi. Le Ford est déjà à des kilomètres. Un monolithe d'acier silencieux disparaissant dans la brume du matin. Quelque part dans un bunker à Téhéran, un opérateur fixe un écran noir, attendant encore le boom qui n'est jamais venu. Vous pensez que les seins de ballon étaient une anomalie. Dans le domaine de l'analyse militaire moderne, le Ford n'est jamais seul. Il est l'ancre d'un groupe de frappe de porte-avions. Essentiellement une ruche électrifiée flottante dotée d'un seul esprit. Et c'est pourquoi le Ford reste intouchable. Ce n'est pas seulement de l'acier. C'est le sommet de la technologie de l'information d'une civilisation. Et c'est le témoignage du fait que lorsque vous faites la guerre contre une grille,
Vous ne combattez pas seulement un ennemi, vous combattez l'inévitable. À votre avis, après ce coup dévastateur, l'Iran va-t-il se faire discret et encaisser la défaite? Ou est-il en train de préparer silencieusement une frappe de représailles encore plus dévastatrice? Partagez vos analyses stratégiques en commentaire. Abonnez-vous et activez les notifications. Le prochain dossier classifié sera déverrouillé dans notre prochaine vidéo.